Bonsoir. La Côte d'Ivoire se prépare à aller aux élections présidentielles. La commission électorale indépendante a annoncé aujourd'hui la prolongation de l'opération de distribution des cartes d'électeurs. Les détails tout à l'heure dans le Live Actu. En Guinée voisine, l'heure est plutôt à l'attente des résultats du scrutin. L'opposant Cellou Dalein Diallo revendique déjà le pouvoir et invite ses militants à défendre cette victoire de la démocratie. Quant à notre invité du jour, il est journaliste, patron de presse. Alafé Wakili sera avec nous. Et avec lui, nous parlerons du traitement de l'information en période électorale et de l'actualité sociopolitique, débat et analyse, décryptage de l'information, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, cette team, elle est présentée à mes côtés. Tous les soirs, vous nous recevez chez vous et ça nous fait énormément plaisir. Edith Broubleu est en bleu, je vais commencer par cela. Bonsoir. Bonsoir Brice. Deux types de bleus. Oui, il faut mêler la diversité des bleus en une seule personne et je la représente. Vous avez des bleus à profusion. À profusion, dans mon placard. Voilà. Dans son placard, c'est pas mal ça. Edith Broubleu est à côté de... Shine. Shine, Sophia Aida. Ouh. Bonsoir. C'est argenté, ça? C'est Shine. C'est Shine. C'est Shine. Just Shine. You know. Ok. Monsieur Serge Kouachi Bonsoir. est en bleu. Ça va sinon? Bien, merci à vous. Ah, tout va très très bien, merci, vous êtes Génial. gentil. Et puis, Rayana ici est en rouge vif, c'est comme ça qu'on dit? Un rouge particulier. Un rouge particulier. C'est ça. Rouge très joli d'ailleurs. Merci beaucoup, Brice. Très très joli. Je pense que même qu'il y a le rouge, mais il y a surtout la coiffure qui accompagne le rouge. Oui, c'est tout nouveau, ça dégage le visage, voilà. J'aime beaucoup la Sophia Aida Merci beaucoup, est dans une Serge. sérénité parce qu'il y a ça, il y a la sérénité qui accompagne également le rouge et la coiffure. C'est ça. Voilà, ne la perturbez pas dans cette En tout sérénité. cas, la matière est belle aussi, c'est du cuir. Ouais, non, C'est vraiment. ça. Continuez. Non, mais vous la portez très bien en plus. Ça Merci. Oui, ça beaucoup. nous rappelle la chaleur hispanique, j'ai envie de dire. Gracias. Ah, Non, c'est vrai, Tu as cherché loin, la chaleur hispanique, ouais. Le cuir. vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je cherche à connecter mes neurones pour comprendre. Mais il est là. C'est Shahid. Vous pouvez nous dire, hein? La chaleur hispanique. C'est vrai, c'est une belle je me suis expression. compris. Ouais. Voilà. Avant de poursuivre, on voulait faire un coucou très spécial à notre cher Israël Guébo pour lui dire qu'on est de tout cœur avec lui dans cette période qu'il traverse. On t'aime très très fort. On est de tout cœur avec toi. C'est ça. Bon, on va démarrer maintenant notre tour de l'actualité, d'ici et d'ailleurs. C'est dans le Live Actu. Nous vous le disions, le processus électoral est en cours en Côte d'Ivoire. La CEIL a décidé de prolonger l'opération de distribution des cartes d'électeurs. On en parle avec vous, C'est ça. Et Rayana Assi. justement, la CEI nous a informé, a informé l'ensemble des électeurs anciens et nouveaux à travers un communiqué en date d'aujourd'hui, donc 20 octobre 2020, de la prorogation jusqu'au dimanche 25 octobre 2020 de la distribution des cartes d'électeurs dans tous les lieux de vote. Alors, il faut rappeler que cette période était censée se tenir entre le 14 octobre et le 20 octobre, donc aujourd'hui, mais voilà, prorogée de 5 jours ouvrables. Alors, aucune cause spécifique ou officielle n'a été mentionnée, aucune raison officielle n'a été mentionnée dans le dit communiqué, donc on a juste eu l'information. De toute façon, la semaine précédente, on s'inquiétait du fait que peut-être la durée d'une semaine ne pourrait pas être suffisante également pour permettre aux 7 millions d'électeurs de pouvoir se rendre dans les différents bureaux de vote pour retirer la carte d'électeur. Donc finalement, on a cette décision de prorogation de 5 jours supplémentaires qui est annoncée. On est aujourd'hui normalement le 20 octobre, donc c'était normalement la date limite, en tout cas le délai de rigueur pour pouvoir retirer. Finalement, ça a été prorogé. Je pense que de toute façon, après, ce n'est pas forcément un frein. Le jour même du vote, on a la possibilité de retirer voilà, sa carte d'électeur. D'accord. Donc, si on a la possibilité de retirer sa carte d'électeur le jour même du vote, pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette prorogation? Surtout qu'on a reçu ici le président de la CEI qui était tellement confiant dans les dates de ce processus.
en ce qui concerne l'élection présidentielle. On a vu les positions campées ici de tous les membres du gouvernement qu'on a reçus qui nous ont dit tout se passe très bien et tout va se dérouler dans les temps. Aujourd'hui, on a cette prorogation. Je me dis donc, on peut en arriver à proroger. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui est dans le marbre, en fait, en ce qui concerne les dates aujourd'hui. Si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette élection, on peut se permettre aujourd'hui de proroger. De proroger, de décaler. Déjà, il faut reconnaître qu'il y a certainement des facteurs. Hein. C'est vrai que Ryan a dit qu'on n'avait pas de raison évoquée dans le communiqué, mais on peut clairement imaginer qu'il y a eu des perturbations, donc des manifestations. Je crois que c'était les délais de guerre. Bon, maintenant... Des perturbations. Et peut-être aussi qu'il y a juste beaucoup trop d'électeurs. Ça peut aussi être ça. Alors, la raison. Que la donc il faut étendre cette période La période d'inscription sur la liste électorale avait été prorogée plusieurs fois. Exactement. Donc, ce qui signifie qu'on n'avait pas pu rassembler tout le monde dans un petit laps de temps. Donc, effectivement, peut-être que 6 à 7 jours n'avaient pas suffi jusque-là pour pouvoir distribuer ces cartes d'électeurs. Notamment, faut rappeler que hier, il y a eu pas mal de perturbations avec les manifestations. Beaucoup de personnes n'arrivaient pas à se déplacer et tout ça. En tout cas, moi, ça me donne une petite note. Peut-être constitutionnelle, pour revenir un tout petit peu ce que vous voulez dire. Moi, ce que je voulais dire, vous avez deviné, je ne sais pas, je n'ai pas parlé de constitution, je n'ai pas parlé de date constitutionnelle. J'ai deviné. Non, mais je veux dire que d'un autre côté, quand on parle de l'opposition, on a suivi des déclarations où on nous a dit, où on a entendu dire qu'il fallait, dans la désobéissance civile, tout faire pour aller utiliser les voies légales pour ne pas aller récupérer notamment ces cartes d'électeurs et tout ça. On a entendu parler de boycott, donc ça joue peut-être un peu aujourd'hui sur ce processus-là. Donc si on demande à proroger cette date, c'est peut-être pour bien prendre conscience que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, dans son communiqué, la CEU a indiqué que chaque commission électorale locale a pris les mesures idoines en concertation avec les autorités en charge de la sécurité pour réorganiser les centres de retrait. Donc, il y a ce petit mot sécurité qui vient un peu rassurer la population. Exactement. Donc, peut-être que c'est quelque part dû à ça. Les insécurités ont joué sur le déplacement des Mon électeurs. inquiétude serait que, comme on l'a dit, il y a la possibilité de pouvoir retirer, en tout cas comme la CEI le dit, de pouvoir retirer également sa carte d'électeur le jour J. Mais mon inquiétude, c'est que tout le monde prenne cet argument pour attendre finalement le jour J et que ça crée finalement un engorgement dans les bureaux de vote et une rallonge au niveau de la fermeture des points des bureaux de vote le jour J. Procédure-là, je craignais ça depuis le début. Et quand on connaît un peu les habitudes des Ivoiriens, pour parler de moi notamment, on est très souvent en attente du dernier jour. Le jour du concert, en prévente, on vend rien, c'est toujours le dernier jour. D'accord. Et puis, c'est un peu dans ce contexte-là que des établissements sont restés fermés. Hein. Sophie Aïda, c'est vous qui m'en parlez? Non, c'est pas moi. Moi, je parle de la Guinée. Ah oui, c'est vrai, je pense. C'est plutôt moi, l'international. Vous êtes sur la même table. Allez-y. Effectivement, on a connu hier et aussi aujourd'hui une journée assez mouvementée. Donc, la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire avait annoncé une grève de 72 heures renouvelable à compter du lundi 19 octobre. Donc, la plupart des élèves et étudiants n'ont malheureusement pas pu se rendre à l'école ou ont même dû rentrer à la maison parce qu'ils y étaient déjà. Et dans son communiqué, en tout cas dans son préavis de grève, la FESI dénonçait, je cite, les COGES, les cotisations COGES, les frais additionnels qui, selon elle, empêchent certains élèves d'aller à l'école. Et également, dans ces mêmes revendications, dans ce préavis, elle dénonçait elle demandait en tout cas la réintégration des 16 200 élèves soupçonnés de fraude au baccalauréat 2019-2020. Donc, on a eu une journée assez mouvementée hier et également aussi aujourd'hui au sein de l'université. Et dans un communiqué en date du lundi 19 octobre, la FESI dit, je répète, avoir simplement et purement demandé aux élèves de rester à la maison pour faire respecter le mot d'ordre. Et elle s'est félicitée que ce mot d'ordre ait, selon ses propos, ait été largement observé sur l'étendue du territoire national. C'était pour essayer de bien comprendre. Qui n'avait rien à voir avec des manifestations de l'opposition, selon ses propos. Elle a également dénoncé en tout cas ces violences observées le lundi 19 octobre et attribué au mouvement. La FESI a décidé de la suspension de son mot d'ordre de grève
parce qu'elle dit qu'elle veut faire place aux négociations qui ont été sollicitées par les autorités. Donc elle est disponible pour un dialogue avec les autorités. On attend de voir ce que ça va donner, ces différentes discussions, parce que dans un communiqué, dans un entretien vidéo qui a été diffusé également sur les réseaux sociaux, le secrétaire général de la FESI a dit qu'il s'agissait d'une suspension, mais pas d'une levée du mot d'ordre. Donc il faut préciser également... Place à la négociation. Exactement. Aujourd'hui, mardi 20 octobre, la reprise des cours a été quand même timide. Forcément, les parents sont assez craintifs. Il y a une certaine psychose. Donc, on a pu le constater à Abidjan, on a pu le constater à Yamoussoukro, à Bengourou et d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Et au-delà de la psychose, il y a une certaine confusion parce qu'effectivement, tout le monde ne sait pas la vraie raison pour laquelle les élèves et étudiants ne sont pas allés à l'école. En fait, ils l'ont dénoncé. C'est tombé à un moment quand même qui est assez délicat où c'était dans un contexte de manifestation. Voilà, donc on se dit, bon, est-ce que ce ne serait pas relié à ça et tout? Donc on comprend que la reprise tâtonne un peu. Oui, après, les parents, tout parent s'inquiète pour la sécurité de ses enfants. C'est vrai que la FESI a ses revendications qu'elle a précisées dans son préavis de grève. En tout cas, c'est assez long. Le communiqué, il est là. Mais forcément, dans un contexte assez tendu et à l'approche de l'élection présidentielle et en tenant compte de la crise, en tout cas qu'on connaît préélectorale. Si vous ne voulez pas qu'on fasse d'amalgame, je veux dire, ces problèmes-là, vous les connaissez. La rentrée a été fixée depuis le 14 septembre dernier. Vous êtes de la FESI, vous avez envie de vous faire entendre. Pourquoi ne pas avoir revendiqué cela bien avant qu'on rentre en campagne présidentielle? Après, ne vous étonnez pas qu'on fasse l'amalgame en ce qui concerne le fait que les écoles soient fermées et qu'il y ait des manifestations. C'est bien aujourd'hui qu'il suspende ce mot d'ordre de grève, justement pour qu'on dissocie la FESI de tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans les rues, notamment les manifestations et tout ce qui est contre la candidature de M. Ouattara. Mais en même temps, je trouve que contextuellement, ils auraient pu le faire. C'était très mal choisi comme moment si vous ne vouliez pas l'amalgame. Voilà. Franchement. Ok, bah, c'est dit. On va se tourner à l'international vers Sophie Aïda pour parler de cette élection en Guinée. Eh bien, on attend les résultats, mais dans cette attente-là, le candidat Cellou Dalein Diallo lui revendique la victoire, donc avant la proclamation officielle des résultats. Exactement. Alors le 18 octobre 2020, les Guinéens se sont rendus aux urnes pour leur élection présidentielle. Mais comme tu disais, Brice, dans l'attente des résultats de l'élection, l'opposant et candidat Cellou Dalein Diallo a déclaré avoir été élu président de la Guinée le lundi 19 octobre 2020 à son quartier général dans l'après-midi à travers un discours où il dit, je cite, « Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. » Lui, il est catégorique, il est ferme, il est le président de la Guinée. Il a ensuite appelé, je cite, ses compatriotes épris de paix et de justice à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie. Donc, suite à justement cet appel, plusieurs centaines de ses supporters sont donc sortis manifester leur joie à travers des klaxons de motocyclistes et à travers des acrobaties en tout genre. On a pu le voir sur les réseaux sociaux à travers diverses vidéos. Eh bien, les forces de sécurité, donc déployées en grand nombre aux principaux carrefours, ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser tous ces supporters qui bloquaient les routes près du domicile du candidat de l'opposition et ailleurs, le long de l'avenue, donc ont constaté certains journalistes de l'AFP. Et puis, la compilation des résultats de cette élection présidentielle du 18 octobre 2020 se poursuit. Donc, elle n'est pas définitive. La CENI, donc Commission électorale nationale indépendante, a rappelé qu'elle était la seule habilitée à proclamer les résultats. Elle a par ailleurs déclaré qu'elle jugeait nulle la proclamation de victoire de M. Diallo. Et notons que le scrutin du 18 octobre 2020 marque quand même la 3e élection présidentielle à laquelle participe donc Cellou Dalein Diallo. C'est ce qu'on veut éviter. Je le suis parce que ce sont des méthodes
c'est déjà vu et les mêmes causes produisant les mêmes effets. On se dit, bon, il y a même des lois, je pense même que dans certains pays, ils sont en train de maintenant développer des lois pour dire qu'aucune proclamation ne devrait se faire en dehors officielle, en dehors de celles qui sont officielles. Officiellement, qu'est-ce qu'on recherche? Je pense qu'on ne retient pas les leçons des erreurs du passé, en fait. Je veux dire, je pense que c'est un homme conscient, intelligent, un homme politique à de l'expérience. Voilà. On ne proclame pas en tant que candidat les résultats qui ne sont pas définitifs, qui n'ont pas été proclamés par la CENI. Donc, de quel droit il se permet de faire? Parce que j'ai vu des tweets de Guinéens qui, dès qu'il a prononcé, il s'est proclamé, en tout cas autoproclamé président et victorieux de cette élection, il y a eu des bandades dans les rues de la ville. Les gens ont commencé à rentrer chez eux à la maison parce qu'ils se sont dit « Oh, il y a un problème, le gars il a déclaré qu'il était président, ça peut exploser à tout moment. » À quoi ça sert de s'autoproclamer? Non, je crois que dans un premier temps, ça pourrait être une manœuvre pour mettre la pression donc, à la CENI. Mais ça ne va entacher en rien le travail d'arbitre justement de cette commission. Oui, mais si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas dans cette CENI, vous n'allez pas aux élections. Je veux dire, si vous ne croyez pas en la transparence de leur travail, vous boycottez les élections, vous vous opposez comme vous pouvez le faire. D'ailleurs, on en a un exemple palpable ici en Côte d'Ivoire. Sur 4 candidats retenus à l'élection présidentielle, il y en a 2 qui ont décidé de boycotter parce qu'ils n'y croient pas. Bon, si vous y allez jusqu'au bout, jusqu'à aller voter vous-même, attendez que les résultats soient proclamés. Je veux dire, c'est une forme de charte. Je pense qu'en fait, c'est la méthode utilisée. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de donner les résultats et ces résultats sont compilés par son staff. En tout cas, en fonction et voilà, des différents représentants, il peut fournir des chiffres, mais sans se déclarer, s'autoproclamer vainqueur de l'élection présidentielle. Ça peut être, dans différents QG, dans les différents QG, on peut dire oui, ok, nous on est sûr d'avoir gagné, il n'y a pas de problème. L'information elle est libre, elle est disponible, mais il ne faut pas s'autodéclarer président. Justement, c'est à ce niveau-là qu'on parle de la responsabilité de ces hommes politiques, parce que faire une déclaration comme ça pousse des gens à aller dans les rues, ensuite à se retrouver gazés par les autorités, parce qu'en fait ils sont en train de célébrer, pensant célébrer une bonne chose, en fait, une victoire, mais pourtant la victoire n'a pas été déclarée. Il y a la police. Je pense que c'est pas dans l'optique de célébrer quoi que ce soit, c'est plus dans l'optique d'occuper les rues, de faire une démonstration de force. Non, je suis désolée, plusieurs de ces supporters étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie, ils n'étaient pas là pour revendiquer quoi que ce soit. Ils célébraient, ils dansaient, je veux dire, voilà. Et la conséquence de cette déclaration, c'est que cet après-midi, son domicile a été, en tout cas, entouré par des policiers, des forces de l'ordre. Il a fait une publication, Cellou Diallo a fait une déclaration sur Facebook pour dire que son domicile était assiégé et qu'il appelait la communauté, en tout cas internationale, à se mobiliser. Qui a créé ça. Les gens ont quand même un minimum de bon sens. En tant que militant, tu sais, si ça n'a pas été proclamé par l'arbitre officiel, pourquoi célébrer avec le candidat? Non, mais les supporters d'un candidat, c'est comme au foot. Ouais, parce que, c'est des passionnés, tu vois. Moi, je pense que la réflexion que ça provoque en moi, c'est qu'on évolue sur les processus de proclamation des résultats. Parce que si le matin avant le soir, c'est proclamé, on n'a pas dit. Mais quand ça prend 2-3 jours, il y a un gars qui va se dire, bon, écoute, est-ce que c'est pas moi qui ai gagné? Bon, je m'assois, ça y est, c'est moi qui suis le grand vainqueur de cette élection, en attendant que vous ayez le temps. Parce qu'après, il y a des suspicions, comme Serge disait. Malheureusement, si vous êtes conscient qu'il peut se produire ces suspicions-là, pourquoi vous y allez? Sinon, il y a des suspicions sur d'éventuelles manipulations des résultats. Ça pousse peut-être cette personne-là à faire sa déclaration qu'on juge forcément. On aurait pu faire mieux, comme on aurait pu faire mieux. On va espérer que tout se passe bien. Rien que ça. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Rien que ça. Sur ce, on va fermer les portes et les fenêtres de notre Life Actu de ce jour. On va les rouvrir demain. Et avant la suite, nous allons sortir un peu de notre studio et suivre nos reporters pour un micro-trottoir. On va le voir. Nous sommes en pleine campagne électorale et tous les jours, nous recevons donc un flux important d'informations. On en parlait hier sur ce plateau-là. Les sources sont multiples, les canaux variés. Comment arrivez-vous à distinguer l'information, la vraie, des fake news? On suit ensemble cet élément de Noukana Paleka et de Gauthier. Cette période électorale, voilà, elle est très sensible.
Donc pour moi, je ne m'attarde pas forcément sur les informations qu'on voit forcément sur Facebook. Nous pouvons nous référer soit au journal télévisé, soit aux chaînes étrangères, au journal. Il y a plusieurs chaînes en Côte d'Ivoire. En tout cas, pour moi, je me réfère à ces chaînes-là pour voir si ces informations s'avèrent en tout cas vraies. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je vérifie mes informations dans cette période électorale. Vu ce que nous avons vécu en 2011, et avec des informations qu'on nous donnait de gauche à droite, on a négligé au début, mais après, ça nous a surpris. Où on va se rendre compte, on dit bon, le pays est mélangé, qui s'est rendu par ici, ils ont attaqué de l'autre côté, ils ont attaqué de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on est arrivé là. Quand je reçois l'information, je ne doute pas là-dessus. Je ne néglige pas aucune information, je prends tout. Dans cette période électorale, personnellement, en ce qui concerne le tri d'informations, moi je m'appuie sur un volet religieux, à savoir un verset coranique où Dieu nous dit dans le Saint-Coran, aux croyants, lorsque vous recevez une nouvelle, veillez à ce que cette nouvelle soit effectivement vraie, afin que vous ne portez pas préjudice à quelqu'un et que vous ne regrettez plus tard. De facto, ce qui fait qu'en général, toutes les informations que moi je reçois, je m'assure que ces informations-là sont vraies. Un exemple, j'ai appris qu'il y avait des échauffourées au niveau de Yopougon. Moi, j'habite dans la zone du Palais. Bon, j'essaie d'appeler certaines personnes. Est-ce qu'il y a des mouvements effectivement de votre côté? On me dit non, on me dit non, on me dit non. Je considère que c'est un fake news. Et puis, je prends mon trajet habituel. Mais je ne relève pas l'information tant que je n'ai pas une source fiable. Ça, je ne le fais pas. En cette période électorale, moi personnellement, j'ai plusieurs sources d'informations parce qu'il y a plusieurs médias. C'est-à-dire, je feuillette un peu tous les médias pratiquement pour voir si la même information est relayée un peu partout. Voilà, c'est comme ça que j'arrive à trier les bonnes informations des fausses. Personnellement, en cette période électorale, pour faire le tri des informations, pour chaque information reçue d'abord, je vais vérifier sur les sites ou des pages officielles, des pages de référence pour pouvoir me rassurer pour ne pas tomber dans la désinformation et créer des manifestations ou d'autres scandales de ce genre. Il faut dire aussi que nous sommes dans une période sensible où chacun pense, n'est-ce pas, que ce qu'il fait, c'est ce qui est juste. Donc du coup, il y a même des personnes qui relaient même des informations pour défendre les camps. Même la télévision même diffuse souvent des fausses informations aussi, il faut qu'on le dise la vérité. Les journaux même, que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti au pouvoir, chacun d'eux essaie de se faire intéressant en racontant souvent des fausses nouvelles. Moi, je cherche à vérifier. Ce n'est pas que je ne regarde pas la télévision, mais moi, je cherche toujours à vérifier. La parole de Dieu dit tout simplement, la langue est un petit feu qui brûle une grande forêt. Ça peut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. On termine avec un grand proverbe. Mais pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une époque où on acceptait, à la limite, on avalait, hein, pour utiliser une expression connue, sans poser de questions, tout ce qui provenait de la télé, de la radio ou encore même de certains des réseaux sociaux à un moment donné. Tu entendais les gens dire « Ah, j'ai vu ça sur Internet, je sais que c'est vrai ». Bah, aujourd'hui, les gens font de plus en plus la différence. Ils vont même jusqu'à recouper l'information pour savoir si elle est vraie. Maintenant, on se rend également compte que derrière, volontairement, certaines personnes décident de manipuler l'information avec des images qui datent d'années précédentes pour pouvoir les remettre au goût du jour et créer une forme d'effet. Mais de plus en plus, de votre sentiment sur ce plateau, chers amis, avez-vous l'impression que les Ivoiriens sont plus aguerris? Non, absolument pas. Moi, je vais tout de suite, en tout cas pour avoir cette expérience depuis une dizaine d'années, et pour le constater même actuellement, c'est vrai qu'on a un échantillon quand même qui dit en tout cas faire attention, mais dans les faits en général, c'est l'émotion qui prime, parce que tout le monde veut être la source de l'information, avoir le scoop en même temps, au même moment. Donc en général, même nous-mêmes, des fois, en général, sur le coup, tu vas retweeter, mais tu ne vas pas forcément vérifier parce que tu te dis que celui qui l'a posté est une personne d'autorité en qui tu as confiance en général et qui a l'habitude de publier des infos qui sont vraies. Mais la plupart du temps, parfois, ces personnes-là en qui tu as confiance même publient des informations qui ne sont pas vérifiées parce qu'elles aussi, elles font confiance à d'autres personnes. Donc, ce n'est pas systématique. Les gens ne vérifient pas, surtout les populations ne vérifient pas toujours l'information. Rayana, est-ce que vous partagez le point de vue de Dédé? Je le disais hors antenne, c'est déjà un grand pas qu'on voit
que la majorité, sinon tous ceux qui ont répondu à ce micro-trottoir, sont avertis. Donc ils savent déjà que l'information doit être vérifiée avant d'être divulguée ou d'être utilisée. Mais il n'y a pas très longtemps, on a vu également des gens qui avaient reposté des informations pour le cas de... Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a même une chaîne d'infos étrangère qui a traité du cas. Et d'ailleurs, même on retrouve ce genre de reportage un peu partout pour expliquer aux gens comment faire aujourd'hui la différence entre les fake news et les bonnes informations. Ça devient de plus en plus difficile, même pour les professionnels de l'information. On a vu des informations relayées par des professionnels qui, en principe, sont ces pages-là ou ces sites où nous allons pour se dire que cette information est avérée, relayer de fausses informations simplement parce que tout le monde voulait avoir la primeur de l'information, tout le monde voulait avoir le scoop. Donc ça devient de plus en plus difficile. Donc je suis d'avis avec Edith, même s'il y a l'effort de chercher aujourd'hui à recouper, on ne le fait pas forcément dans l'émotion. On est toujours apte à vouloir être le premier à... Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des mobilisations. Parce que j'ai regardé tout à l'heure sur Internet, il y a par exemple des blogueurs, une association de jeunes blogueurs ivoiriens sur Facebook qui, eux, justement, pendant cette période, sensibilisent d'autres jeunes à travers leur plateforme à pouvoir discerner justement les fake news ou à pouvoir retracer l'information pour savoir à quel niveau ou si une information est fiable ou pas. Maintenant, ça peut être extrêmement difficile, surtout comme tu disais, Edith, tout à l'heure, on va réagir dans l'émotion forcément quand on est dans une situation de crise et qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On est poussé à réagir par l'émotion, surtout quand on reçoit un message de quelqu'un comme tu disais, qu'on respecte, qui est proche de nous et qui nous dit « fais attention, ne sors pas de chez toi parce que voilà, ceci, cela ». Donc, c'est difficile. Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile de pouvoir discerner réellement, ou en tout cas de prendre le temps d'aller chercher l'origine. Et surtout que pendant que les gens font de grands efforts pour pouvoir discerner le vrai du faux, mais les autres aussi font de grands efforts pour pouvoir produire. Alors, je vais donner un rapide exemple. Moi, je peux être la personne qui check, qui vérifie, qui lit suffisamment d'articles pour vérifier, mais j'avais reçu d'une source que je ne vais pas citer, mais qui est d'autorité pour moi, un communiqué du ministère des Finances nigérien. Et on était au début, en tout cas pendant la période de crise sanitaire, lorsqu'on était vraiment au sommet de la crise sanitaire. Et le ministère, soi-disant, des Finances nigériens, qui donnait la liste de tous les donateurs, en tout cas des milliardaires nigériens qui avaient fait des donations, en fait, pour la crise sanitaire. Et ça avait été cité, le communiqué avec le cachet et tout. Mais il s'est avéré que cette information était fausse. Mais lorsqu'on regarde le communiqué, il est parfait. Et l'erreur que j'avais faite, puisque c'est une personne d'autorité que je connais très bien et tout, qui avait diffusé, l'erreur que j'avais faite, je n'étais pas allée sur le compte Twitter du ministère des Affaires des Finances nigérien pour vérifier exactement si ce communiqué avait été publié sur son profil Twitter. Et cette information a fait le tour du web parce que tout le monde a partagé en fait. Donc les gens font des efforts pour manipuler l'information. Il faut faire très attention. Une parole qui dirait « Malheur à quiconque place sa confiance en l'homme ». Exactement. Alors moi ce que j'allais dire c'est que la seule chose qu'on veut, c'est que les gens soient avertis. La population doit être avertie, mais ce n'est pas la responsabilité de la population de trier l'information. Elle la trie pour elle. C'est bien de les appeler à trier, mais les professionnels, eux, ont ce devoir justement de donner la bonne information à la population. Parce qu'on ne peut pas s'attendre de la population de faire le travail des professionnels. Non, je ne suis pas d'accord. La population a aussi cette responsabilité de vérifier, de faire attention. Parce que nous sommes des citoyens numériques. Nous sommes des citoyens numériques. C'est un appel à la conscience de tout un chacun, je suis d'accord. Mais c'est le professionnel. Et la loi maintenant condamne les internautes qui publient, même retweetent ou partagent des informations qui s'avèrent fausses. Donc, en tant que citoyen numérique, on a la responsabilité de vérifier l'information qu'on partage, qu'on diffuse. Parce que Rayana veut souligner, je suppose... Dans le doute, s'abstenir. Dans le doute, s'abstenir, mais ce qu'elle souhaite également, c'est que des relais officiels, des canaux officiels puissent également faire le contrepoids. Parce que souvent, c'est l'absence d'information qui laisse la place au doute et aux fake news. Donc, vous dire, il y a une situation qui se produit à la Riviera 2, personne n'en parle. Donc, à un moment donné, quelques petits malins commencent à parler de cette information. Personne ne donne l'information la vraie. Et surtout, on a remarqué que certains médias, on va dire d'autorité ou des médias classiques, la presse,
se fournissent sur Internet en termes d'informations qui ne sont pas souvent avérées et qui les publient dans leurs journaux. En tout cas, moi on termine là-dessus. On termine là-dessus. Je voulais dire, les réseaux sociaux, néanmoins, pour moi, restent un très bon canal justement pour avoir des informations. D'ailleurs, j'ai partagé un lien aujourd'hui, une vidéo live avec Edith aujourd'hui d'une fusillade qui se passe au moment même à Lagos, parce que pendant tout le mouvement End SARS, donc on peut avoir des fois des informations à travers les réseaux sociaux et surtout avec les lives. Quand c'est en live, il n'y a pas moyen de dire que c'est une vidéo qui a été faite hier, avant-hier ou l'année dernière et que c'est faux. Donc moi, bon, avec notre invité, quoique, là je vais d'accord avec ça, je me dis pour le quoique. Excusez-moi, la personne qui... Si. On aura l'occasion d'en parler avec notre invité. Juste une vidéo et on la balance en live sur Facebook. Non, s'il vous plaît. C'était une conversation entre deux personnes. I know what I'm talking about. Come on now. Merci, thank you very much. Merci beaucoup. On va bientôt entamer la deuxième partie de notre émission. Mais avant, comme ils ont envie de se parler, on va faire une courte pause, on va se parler avant. On se retrouve derrière. Notre invité du jour est un homme de médias, journaliste, patron de presse, écrivain. Lafay Ouakili est avec nous. Il nous a rejoint sur le plateau du Talk. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment ça va? Bien, ça va. Bon, on va raconter l'anecdote à la fin de l'émission. Ah ouais. Il y en a une quand même. Autour de cette émission avec monsieur Lafay. On va la raconter. Alors, monsieur Lafay, avec vous, on va aborder, vous le savez, la situation sociopolitique dans notre pays, les élections présidentielles. Et pour de nombreuses personnes, j'ai envie de dire, pour pas dire pour de nombreuses personnes, vous êtes un observateur averti de notre scène politique. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de cette situation sociopolitique dans notre pays? C'est un peu de déception. On est en train d'aller à des élections le 31 octobre 2020 avec un peu d'angoisse parce qu'il y a une volonté d'une partie des candidats et des Ivoiriens d'empêcher cette élection. On aurait souhaité que peut-être ce match retour espéré par certains en 2010, depuis 2010, puisse enfin se jouer de façon plus transparente, plus apaisée. Après la récréation de 2015, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a un peu de désolation et un peu de désespoir que nous soyons encore en train de rater une occasion pour faire entrer la Côte d'Ivoire dans une autre phase. C'est dommage, en espérant que la situation ne va pas déraper davantage par rapport à ce que nous voyons ces jours-ci. Monsieur Lafay, en tant que journaliste, que faut-il au pouvoir et aux partis de l'opposition pour pouvoir finalement trouver un terrain d'entente? Bon, il y a un appel au dialogue, il y a une attente de dialogue. Oui, peut-être ce dialogue formel doit se faire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans ce pays, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Il y a des canaux directs et indirects. Et il semble que des messages ont pu se passer, mais il n'y a pas eu d'entente. Ce qu'il faut, c'est que chacun revienne. D'ailleurs, la CEDEAO l'a dit. Et peut-être elle n'a pas été assez diplomate. C'est que les uns et les autres viennent à des postures réalistes. La CEDEAO l'a dit. Une institution comme la CEDEAO qui a invité l'opposition, notamment les candidats, à avoir des postures réalistes, c'est que de part et d'autre, il y ait des postures réalistes. Voyez-vous, on est parti d'une posture d'appliquer la décision de la Cour africaine des droits de l'homme à une posture de dissoudre la commission électorale indépendante. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 48 heures ou de 72 heures? On dit il faut appliquer ce que la Cour africaine des droits de l'homme dit. On discute, on n'est pas encore tombé d'accord comment appliquer. Le gouvernement dit qu'il a déjà fait comme il faut, il reste des commissions locales. Et puis tout d'un coup, on oublie qu'on demandait simplement d'appliquer la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais dans les revendications, on dit de dissoudre la CEI. Donc, quelque part, on se dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous disiez tout à l'heure que la CEDEAO n'avait pas été suffisamment diplomate. Oui. Si elle avait été plus diplomate, les choses se seraient déroulées différemment? Elle a essayé, elle est venue une première fois, elle est venue une seconde fois, l'ONU aussi était venue. Elle a peut-être discuté en coulisses, mais elle a vu que peut-être il fallait hausser le ton. Elle a un peu haussé le ton quand même, ce qui est inhabituel. Même, je crois, au Mali, avant que les choses se gâtent, elle a allé doucement, doucement. Même si ses positions n'avaient pas été appréciées par l'opposition, elle avait quand même fait des efforts de conciliation. Mais ici, on voit que... Mais déjà, cette mission n'a pas réussi, ne serait-ce qu'à réunir tous les acteurs autour d'une même table. Oui, c'est-à-dire que oui, c'est un format qu'ils n'ont pas peut-être souhaité, oui, parce que
il y a des positions totalement opposées. Si tout le monde était d'accord pour être en compétition dans l'élection, la CEDEAO aurait pu, les chefs d'État qu'on a annoncés, ils auraient pu venir et puis réunir tous les candidats pour dire bonne chance, allez-y. Mais les gens ne veulent pas, il y a une partie qui ne veut pas aller à l'élection. Donc la CEDEAO, bon, les réunit, peut-être les partis politiques pour les réunir, mais je ne sais pas, il y a dû avoir ça au niveau des femmes. Ils ont réuni les femmes de tous les partis ensemble lors de la première mission. Maintenant, qu'est-ce que cela aurait changé? Qu'on mette le RHDP à côté du candidat Kakabe, à côté du candidat Henri Konan Bédia, à côté du candidat Finguessan, ensemble, soit les candidats directement. Mais l'une des difficultés, c'est qu'on a un candidat qui est à la fois président de la République. Ben, on aurait pu prendre les représentants des candidats. On a Adama Bitogo, on a Maurice Kakou Gikawe, on a le directeur de campagne de Afinguessan ou M. Sangaré qui est son secrétaire général, et puis le représentant de Kakabe. On les mettait pour discuter. Est-ce que ça aurait été une solution? Je ne sais pas. Alors, nous nous trouvons dans une période électorale où, quand même, les médias sont appelés à jouer ce rôle d'éducateur pour la société. Pensez-vous que, présentement, les médias ivoiriens tiennent bien ce rôle? C'est difficile parce que les médias sont dans les parkings des partis politiques. Les médias fonctionnent comme les partis politiques. Mais en même temps, les médias sont dans une période de difficulté parce que les médias, c'est quoi? Les médias, leur mission, c'est de travailler dans un cadre institutionnel, certes, tout en donnant la parole à tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que... Dans le cadre des élections? Oui, dans le cadre des élections. Maintenant, on est dans le cadre des élections. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un média, le rôle d'un média est de militer ouvertement contre les élections? Ça pose aussi un problème. On doit donner la parole à tout le monde. Mais il y a des acteurs politiques, il y a un courant de pensée qui ne veut pas l'élection, qui se met en marge de l'élection et qui, en dehors d'une posture politique et intellectuelle, est dans l'action sur le terrain, dans l'action de boycott de l'élection. Est-ce que le problème, ce n'est pas parce que la plupart des médias, de la presse écrite en général, n'est pas polarisée? C'est-à-dire qu'on a des médias qui sont forcément militants, on parle de journaux verts, de journaux bleus ou rouges. Est-ce que ce n'est pas parce que déjà, à la base, ces médias sont militants? Oui, justement, oui, mais le problème, c'est qu'au-delà du fait d'être militant ou d'être partisan, il y a des exigences républicaines et des exigences légales que chaque média doit avoir. Si nous étions dans une situation normale, apaisée, avec tous les candidats en lice, les médias, on sait, il y a des obligations pour les médias, dont vous et tous les médias. C'est plus fort peut-être pour les médias publics. Il y a une exigence d'équilibre, d'équité. On doit travailler en période électorale comme on travaille tous les jours en principe, s'ouvrir à tous les courants de pensée, à tous les autres. Mais en période électorale, on donne la parole à tout le monde de façon plus ou moins égalitaire. Mais aujourd'hui, il y en a qui ne veulent pas aller à l'élection. Les médias ont fait comment? On doit renforcer l'équilibre, on doit donner la parole à tout le monde. Mais est-ce qu'on doit recevoir quelqu'un qui est candidat mais qui ne veut plus aller à l'élection, venir dire, pendant qu'un fait campagne pour dire allez voter le 31, votez-moi, l'autre il vient, il dit n'allez pas voter. Si vous partez voter, vous risquez de perdre la vie. N'allez pas voter. Est-ce que les médias doivent se faire les porte-voix de ce genre de message? Voilà une question que je vous pose aussi. Moi, en tant que média, je peux donner la parole à ceux qui sont contre l'élection. Mais justement, M. Lafay, oui. vous êtes patron de presse, vous avez des organisations, vous avez des associations, vous êtes réunis en collectif souvent, donc vous n'êtes pas réunis pour vous poser cette question? Non, il y a eu des séminaires, Ayam Sokro du GEPSI, avec des organisations internationales, tout, mais justement, notre mission, c'est de couvrir l'élection. Notre mission, c'est de donner la parole à tous ceux qui vont dans l'élection. Aujourd'hui... Vous êtes clairement face à une impasse en ce moment. Oui, mais on avance dedans. Non, on considère que l'élection doit avoir lieu le 31, on n'a pas le choix. Nous sommes dans un État et nous sommes régis par des règles et nous devons être des citoyens respectueux des lois et des obéissants civils. Et justement, vous avez dit tout à l'heure qu'en tant que média, vous avez une mission, mais les médias sont beaucoup cités comme des acteurs des crises justement que traverse la Côte d'Ivoire. Est-ce que selon vous, cette remarque est justifiée et si oui, pourquoi? Un peu, mais pas tout à fait. Voyez-vous, aujourd'hui, les acteurs politiques
qui sont ceux qui mettent de l'huile sur le feu, ont des moyens de parler directement aux populations, souvent sans les journalistes. À la limite, ils n'ont pas besoin des journalistes. C'est-à-dire, voyez-vous, au stade où Fouet-Boigny, il y a 50 000, il y a 100 000 personnes. Et le politique leur parle avec un micro. Il n'a pas besoin de journalistes. Oui, mais l'information doit quand même être relayée. D'abord, il n'a pas besoin de journalistes. Un. Et puis deux, ces partis politiques, ces acteurs sociaux et politiques, ils ont des pages sur les réseaux sociaux. Ils ont leur propre télévision. Et le meeting où il y a 50 000, 100 000 personnes au stade, sans les journalistes, sans Live TV, sans l'intelligence là-dedans, sans personne, peut être suivi à travers leur support par 1 million de gens en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France, partout, sans journalistes. Mais ils ont le temps de faire tous les dégâts possibles avant que les journalistes interviennent. Donc, ceux qui veulent indexer les journalistes veulent Il y a un pas... niveau de responsabilité. Le journaliste, parce que Non, part, je dis déjà, ceux qui veulent indexer les journalistes ne doivent pas prendre le raccourci parce que quand je vous donne cet exemple-là, vous voyez bien qu'ils ont 2 millions de followers, ils ont des gens qui les suivent, ils ont un public là devant eux à qui ils passent des messages qu'ils veulent et ce public-là a des parents, a des gens autour et ils vont tous relayer le message. Jusqu'à un certain niveau, le journaliste n'intervient pas. Le journaliste intervient souvent maintenant après coup. Et donc sa responsabilité, oui, est là. Mais souvent, quand le journaliste intervient, le mal est déjà fait parce que le direct, l'événement est vécu par 50 000 personnes ou 100 000 personnes. Ensuite, toutes ces personnes présentes ont des parents, ont des amis, ont des enfants. Ils vont propager la même information et c'est suivi en direct dans le monde à travers les réseaux sociaux sans journalistes. C'est justement la responsabilité des médias de ne pas rajouter de l'huile sur le feu parce qu'il y en a beaucoup qui... à qui on a reproché Oui, c'est vrai. Ça me permet aussi peut-être, effectivement, il y a des visites de chefs d'État qui sont annoncées alors que ce n'est pas vrai. Et je suis aussi interpellé, je pense que nous devons tous être interpellés par quelque chose qui est en train de se faire, c'est la microbisation du langage politique et non des agissements politiques. Vous avez vu pendant plusieurs années, avec l'accord les dirigeances des ONG, des institutions chargées du respect des droits de l'homme, on a encouragé à ne pas appeler les jeunes délinquants microbes. On dit enfants en conflit avec la loi. Aujourd'hui, on a oublié toute cette sensibilisation où ceux qu'on peut considérer comme des miliciens, des escadrons de la mort, ou autres, sont aujourd'hui dans un autre domaine appelé microbes. Et ça ne dérange personne. Avant, on pouvait dire louba, on peut dire dans d'autres pays des ninjas, des cobras, des sardinas ou tontinas dans d'autres pays. Mais ici, c'est pourri ailleurs. Mais ici, on dit microbe. Mais un microbe, qu'est-ce qu'on en fait? On l'extirpe, on l'exteint, on le tue. Un microbe n'est pas un être humain. Et les gens, avec plaisir, appellent des êtres humains microbes au motif qu'ils agressent. Bon, si on dit milicien, si on dit mercenaire, ça peut passer. Mais je veux interpeller les uns et les autres, les politiciens. Ce n'est pas justement les journalistes, c'est des acteurs politiques qui sont en train d'appeler d'autres citoyens microbes. C'est une appellation qui existait avant ce processus. Je vais rappeler le contexte pour dire lorsque l'appellation avait commencé à exister, ça choquait des organisations chargées des droits de l'homme et les autorités ivoiriennes ont encouragé à ne plus appeler ces personnes microbes. Et nous, dans nos journaux, ça nous coûte de l'espace. À la une, au lieu de dire microbe, entre guillemets, on écrit enfant en conflit avec la loi. C'est long, c'est pas vendable, mais on s'est habitué à cet effort-là depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, tout est à l'eau. D'accord, tout le monde c'est bien noté. Voilà. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous aurez l'occasion oui, de poser cette question. Là, nous, on va marquer une courte pause dans un impératif et on vous retrouve juste après pour la suite de l'émission. Monsieur Alafé Ouakili, il est journaliste. Avec lui, on parle du traitement d'informations, on parle du rôle du journaliste, on évoque la situation sociopolitique dans notre pays. À cet effet, Edith Brou avait une question relative à une charte, aux 10 commandements, aux fameux 10 commandements dont on va parler maintenant. Effectivement, une charte qui a été élaborée le 9 octobre 2020, avec la plupart des médias
de la presse en Côte d'Ivoire. Et donc les éditeurs de presse en Côte d'Ivoire ont établi cette charte qui contient 10 commandements et qui amène à respecter en tout cas une élection apaisée en 2020. Est-ce que vous pensez que ces commandements peuvent être respectés? Oui, ils peuvent être respectés, ils doivent être respectés, mais c'est vrai qu'ils le sont peu par tout le monde. Et il faut le déplorer, mais je pense que moi, j'étais pas présent moi-même, mais j'ai délégué des collaborateurs, j'ai endossé, on a signé. Nous sommes partie prenante. À mon niveau, à notre niveau, nous essayons de faire l'effort de respecter cela. Mais force est de constater que, bon, c'est pas évident. Chacun se laisse aller parce qu'on cherche le scoop, parce qu'on veut défendre telle ou telle option. Donc, quelquefois, c'est difficile. Je m'intéresse aussi à l'article 6. Oui. Refuser de monnayer les articles de presse au bénéfice d'acteurs politiques pendant toute la période électorale. Est-ce que vous pensez que nos journalistes respectent ce point? Ne pas monnayer leurs articles. En quoi ça consiste, monnayer aussi, il faut préciser. Sinon, il y a la publicité politique qui passe, il y a les publics reportages non, vous savez de quoi je parle. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est respecté, ce point 6? Oui, c'est respecté. En tout cas, chez moi Alors, en tant que responsable. Vous parliez justement des J'ai journalistes. un prix élevé. Si les gens doivent payer, ils ne pourront pas. Vous parliez justement des journalistes qui sont un peu dans chaque parti politique. On voit bien au commandement 9 qu'on demande d'être indépendant vis-à-vis des forces politiques et économiques. Un journaliste qui ne confond pas son métier avec celui de militant ou sympathisant d'un parti politique. Est-ce qu'on trouve ce genre de profil en Côte d'Ivoire en ce moment? C'est difficile. D'accord. Ça, c'est difficile. Au moins, c'est dit. Mais il y a des efforts à faire. Non, c'est difficile. Parce que, voyez-vous, c'est le métier qu'on devrait faire comme Vous comprenez couteau. bien, parce que vous-même, à un moment donné, vous avez été un tout petit peu critiqué voilà. pour vos positions qu'on jugeait très proches d'un tel ou d'un autre Moi, je donne un parti. exemple. Il y a des métiers de banquier. Est-ce qu'il y a un banquier de gauche? Est-ce que le fait d'être banquier et d'être militant du PDCI, est-ce que le fait d'être un homme d'affaires comme Bion, M. Bion, et d'être militant du PDCI, d'être homme d'affaires comme M. Bitogo et d'être militant du RHDP, ça change la manière de faire la comptabilité? Est-ce que Asif cache M. Bion? Non, je vous explique d'abord. Si, je vais le faire. Est-ce que 1 milliard plus 1 milliard à Sifka, ça ne fait pas 1 milliard plus 1 milliard à... C'est pareil, je vous explique. Donc, le journaliste du nouveau réveil, du réveil hebdo, quelque chose qui est bleu doit pouvoir être bleu, même s'il est au nouveau réveil. Et même s'il est à Notre Voix ou au Patriote, le journaliste, quelque chose qui est bleu doit être bleu. S'il a plu hier à Abidjan, partout, on doit dire il a plu. Maintenant, la différence, c'est la pluie qui est responsable. Les dégâts de pluie qui est responsable. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais il ne faut pas dire qu'il n'a pas plu. Il ne faut pas... Voilà, c'est ça. Les faits sont les faits. Quelle que soit son opinion politique, on peut être partisan, mais les faits sont les faits. On ne peut pas les inventer. Maintenant, on peut être militant, on peut avoir des opinions, on peut avoir une idéologie, mais il ne faut pas manipuler l'information et il faut rester collé aux faits et rester indépendant par rapport aux faits. Monsieur Alain, je n'ai pas compris la comparaison avec les banquiers ou les comptables. C'est pour dire qu'un banquier qui est militant du PDCI aura la même réaction qu'un banquier qui est militant du RHDP dans la gestion des règles, dans l'exécution des règles de la banque. On parle de sciences exactes. Là, on parle d'information. Donc, le traitement de l'information parfois peut être subjectif. Non, ça peut être exact. On parle d'un fait. Vous parlez de faits. En même temps, monsieur Alafé, vous parlez de faits. Donc, on va dire, il y a les faits et il y a les angles de traitement de ces faits-là. Et c'est généralement ce qui pose problème. Vous ne traitez pas 1 milliard avec un angle différent, par exemple. Mais si, ça veut dire que l'aspect comptable, il y a des règles de comptabilité, il y a des règles de journalisme qui doivent rester valables, quel que soit le camp éditorial, quelles que soient les idéologies politiques. C'est ce que j'ai envie de dire, pour dire que c'est un métier qui a des règles. Dans l'absolu, ce que vous dites. C'est un métier qui a des règles, c'est-à-dire, je rêve d'un journalisme qui serait identique à tous les métiers. Ce n'est pas un métier d'exception. C'est un métier qui donne des opportunités, mais ce n'est pas un métier qui permet de fouler aux pieds toutes les règles. Justement, donc en parlant de règles, hier, lundi 19 octobre 2020, Fraternité Matin a écopé d'un blâme du régulateur pour avoir encarté dans son édition du 15 octobre 2020 un imprimé publicitaire d'un candidat. Quel commentaire en faites-vous justement? Oui, c'est pour dire que le régulateur est vigilant, il travaille bien.
et que peut-être aussi à Fraté Baté, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et peut-être de demander à Fraté matin que si on t'envoie, ou il faut savoir t'envoyer, ou si tu es envoyé, il faut bien le faire. Mais ça le fait, vous êtes patron de presse, vous estimez que vous connaissez les règles d'éthique et de déontologie, vous connaissez les règles du jeu électoral. Et quand aujourd'hui, comment vous expliquez que ça se soit produit Ça, oui. Ils ont manqué de vigilance, ils se sont laissés... Est-ce que votre journal a déjà été sanctionné? Oui, on est souvent sanctionné pour certains manquements, pas d'équilibre de l'information. Et vous vous remettez en cause? Oui, on se remet en cause. On n'a pas équilibré. Et on vous avez un exemple récemment? Non, pas récent, il y a longtemps. Et puis on est souvent sanctionné sur certaines choses, je vous le dis, qui nous échappent. Voyez-vous? Non, là, quand même, ça pouvait échapper, vous imaginez? Non, je vous explique. Voyez-vous, je vous explique. Les sociétés de téléphonie cellulaire ou autres, quand on fait un article, nous, on passe l'article en attendant de la publicité demain. Mais les régulateurs nous interpellent pour dire l'article qu'on a fait est publicitaire, alors que nous, on allait à un reportage. C'est comme ça, souvent, monsieur Lafay, que vaut ce blâme-là, par exemple? Ce genre de choses. Que vaut un blâme aujourd'hui pour un article, pour un organe de presse comme Fraternité? Un blâme, c'est fort. Il n'y a pas de sanction pécuniaire. L'avertissement, c'est acceptable. Le blâme, c'est pas bien. Même s'il n'y a pas de suspension, ça veut dire que tu as commis une faute. Et dans le parcours, souvent pour avoir des prix, pour avoir des récompenses, on en tient compte. Voilà, dans une carrière, c'est un parcours et ce n'est pas honorable. Et je pense qu'on doit revenir de plus en plus à cela. Ce n'est pas honorable d'avoir fait l'objet de blâme. Et je pense qu'en tant que professionnel, c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour nous. Alors, on en parlait tout à l'heure sur ce plateau de fake news. Aujourd'hui, il y en a un bon nombre qui circulent dans le contexte que nous connaissons. Aujourd'hui, comment faire pour votre solution pour faire face à cette situation? Oui, j'ai écouté un peu en tissant votre débat là-dessus. Elle interpellait les journalistes, justement. Vous avez vu que moi, j'estime que c'est les acteurs politiques et sociaux. Mais le problème, c'est que le journaliste, lui-même, s'il n'est pas vigilant, il peut être victime parce que aujourd'hui, comme elle a dit, les réseaux sociaux produisent l'information et c'est souvent les acteurs sociaux, les citoyens. Et les journalistes sont les sources. Oui, non, c'est souvent des citoyens qui lancent l'information. C'est eux-mêmes qui produisent, qui fabriquent. Et les journalistes, quelques-uns, en sont victimes, ils tombent dans le panneau. Donc, il faut l'expérience, il faut la vigilance et puis il faut simplement appliquer les règles de la profession. Quand il y a une information, on appelle les personnes mises en cause, on appelle les sources, on contacte, on fait tout pour savoir qu'est-ce qui se passe, ce qui est dit. On ne se contente pas de ce que l'on a vu parce qu'il y a des amis qui ont dit tout ce qui est sur le net n'est pas net. Et quelles sont les fake news qui circulent actuellement sur le net que vous avez constaté? Quelques fake news. Deux ou trois exemples. Bon, dans la journée aujourd'hui, j'ai parlé des microbes tout à l'heure, les incidents de la journée sur le campus. Ce soir, quand on recoupe, on comprend que c'est un syndicat qui a un conflit dont le responsable est dans le collimateur d'un de ses concurrents et celui-ci a envoyé des éléments extérieurs de l'université, peut-être des loupards ou des bandits. Moi, je ne dirais pas des microbes. Voilà, des gens qui sont venus pour régler des comptes. Il y avait un événement et l'événement n'a pas été confirmé. Des remises d'ordinateurs, ça n'a plus eu lieu. Donc, voici ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'on nous a vendu dans la journée? Au point que des leaders politiques, des acteurs politiques ont fait des posts pour dire que des microbes sont allés attaquer la FESI. Alors que la FESI a été vigilante. Ils étaient allés, oui, attaquer peut-être des étudiants, mais pas la FESI en tant que telle, puisque la FESI est en négociation avec le gouvernement, elle a suspendu son mot d'ordre de grève, elle est en négociation, donc elle n'était pas dans une posture de conflit et d'hostilité avec quiconque au point de faire l'objet d'expéditions punitives. Et donc ce soir, on se rend compte que voici ce qui s'est passé et non une descente des microbes qui seraient manipulés par telle ou telle personne pour aller casser du FESI et de l'étudiant. Donc toute la journée, on a été nourri de ça et il y a eu des débats sur les réseaux, tout, alors qu'il n'en était rien. Et des acteurs politiques se sont laissés abuser par ça. Et ça fait partie des faits qui circulent. Il y a beaucoup d'autres. On en voit à chaque instant. Les gens fabriquent
des choses. D'accord. Voilà, il y en a plein. On va terminer avec cette question de... Alors, on est en période électorale. Généralement, comment est-ce qu'on couvre une campagne électorale? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Surtout que dans l'espèce, vous couvrez la campagne de ceux qui sont en campagne et de C'est-à-dire ceux qui ne sont pas concernés. Comment vous couvrez tout ça? Moi, je peux dire que je suis à 5 campagnes électorales. Hein. Aujourd'hui, en 95, en 2000, en 2010, en 2015 et puis 2020. Ça fait 5 campagnes, ça fait 25 ans. Voilà que je couvre des campagnes. Et en 95, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire dans l'équipe de campagne du président Bédié. Il était candidat face à Vaudier. Ça m'a permis, il y a 25 ans, j'avais 24 ans, de faire le tour de la Côte d'Ivoire. C'est différent aujourd'hui? Comment est-ce que ça se passe? De façon pratique, comment est-ce que ça se passe? De façon pratique, on rend compte de ce que les candidats font, on participe à l'ambiance, on décrit ce qui s'est passé. Vos équipes rencontrent des difficultés? Oui, non, nos équipes, non, en période de campagne, désobéissance civile et boycott actif. Justement, parce que ces candidats-là, qui ne sont pas en campagne, comment vous faites pour suivre leurs activités? On couvre leurs conférences de presse. Okay. Il y en a eu aujourd'hui, on était présents, on rend compte, demain on rendra compte. Lorsqu'il y a des audiences, on y va. Et puis, bon, pour le reste, les activités des gens sur le terrain, proches d'eux, on couvre. Mais voilà, on essaie de rendre compte de tout ce qui se passe ailleurs, en déplorant que ce ne soit pas plus ouvert. Et que, parce que quand c'est ouvert aussi, il y a des débats. Et puis aussi, il y a la publicité politique. Il y a la publicité politique, il y a les débats, et puis les journaux marchent en période électorale. Mais là, le contexte ne nous est pas tellement favorable. Voilà. Merci beaucoup, M. Lafay. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, patron de presse et de médias. Vous êtes également écrivain. Merci d'avoir été avec nous. La petite anecdote, c'est qu'on tenait à vous dire merci parce que pour la préparation de cette émission, vous avez été l'un de nos tout premiers invités. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu-là. J'ai cru que c'était une bombe. Rassurez-vous, on est des gentils sur ce plateau. Sur ces mots, on va se dire au revoir. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve ici demain pour un autre tour d'actualité, d'analyse et d'information. Et d'ici là, que Dieu vous garde.